Peut-être deux mots pour se présenter là. Moi, je m'appelle Jean Pierrel. Je suis le président de l'ADEMAT, c'est l'association de défense de la maternité et de l'hôpital de Remiremont dans les Hauts-de-Vosges. Et je suis au CA et au bureau de la coordination. À côté de moi. Alors moi je m'appelle Michel Espinat, je suis l'animateur du collectif Hôpital Santé Publique Sud Yvelines à Rambouillet, autour de la ville de Rambouillet. Et donc Jean Sève du comité de Sarlat et donc également membre du bureau. Merci. Donc ce qu'il est prévu dans notre échange entre comités, c'est de parler de la campagne contre les restes à charge en santé, notamment la pétition, où nous en sommes, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on en fait, jusqu'à quelle date on l'a fait signer, et que peut-être on prend une décision sur le terme de cette pétition et du moment où on va la remettre au ministère probablement. Enfin, c'est à nous de décider. Sachant que c'est aussi une pétition en lien avec la convergence citoyenne. Non, des services publics, pardon. Le but aussi de cette rencontre, c'est d'avoir un échange entre nous sur la vie de nos comités, comment on perçoit l'activité de la coordination, quelles sont nos attentes en tant que comité vis-à-vis de la coordination, quels outils on souhaite qu'elle nous fournisse ou quelles critiques on peut émettre aussi à son égard, parce que bon, c'est une coordination, on n'est pas parfait, c'est la vie, enfin, qu'est-ce qu'on attend? Et puis témoigner aussi des mobilisations locales et peut-être aussi en filigrane de comment, au-delà du caractère isolé ou partiel des mobilisations, on arrive à fédérer davantage le mouvement pour que les questions de santé soient une question vraiment de premier plan, même si c'est une préoccupation majeure de la population, mais que le rapport des forces permette de modifier un tant soit peu la situation. Bon, comment m'a chargé de présider cette réunion, cette rencontre avec mes deux amis, j'en profite tout de suite pour vous donner quelques éléments de réflexion sur la vie de mon comité et cette journée. En écoutant le très riche débat et de haut niveau que nous avons eu, et en essayant de faire la liaison avec ce moment d'échange, je me suis dit, c'est peut-être un peu provocateur, mais après toutes ces réflexions-là, c'est comment on atterrit et surtout comment on peut rendre audible à nos adhérents et à la population, parce que c'est bien la population qu'il faut réussir à rassembler, tous ces contenus, tous ces savoirs, voire toutes ces théories, comment on s'en empare et comment on arrive à... C'est une vaste question, hein, voilà, je la pose comme ça. Et pour revenir à mon comité, nous sommes une association qui existe. Bon, je l'ai déjà dit, enfin, on s'est déjà vu plusieurs fois, mais tout le monde ne se connaît pas. Nous avons été créés en 2016 pour sauvegarder la maternité d'abord, puis l'hôpital, puis maintenant l'accès aux soins pour tous dans le territoire des Hauts-de-Vosges, plus maintenant on élargit au secteur de Bruyères, notamment sur la santé mentale. Et bon, ça reste l'outil pour les petits collectifs locaux, pour qu'ils n'aient pas à recréer d'autres associations. On essaye de structurer comme ça. L'essentiel, c'est que les gens agissent. Les aspects administratifs et tout ça, bon, il y a un support et on roule comme ça, on verra en marchant l'adaptation. Aujourd'hui, nous, on est extrêmement préoccupés. C'est pour ça que je vous quitterai tout de suite après la réunion d'ailleurs, parce que je ne serai pas à l'Assemblée Générale, je vous prie de m'en excuser, mais on est extrêmement préoccupés parce que on fait une manifestation demain et l'objet de cette manifestation,
c'est lié à la découverte du projet médico-soignant partagé élaboré par le GHT 88, quoi. Alors bon, ça c'est tous des sigles qu'on n'a pas trop appréhendés. Le PMSP et GHT, le groupement hospitalier de territoire. Je pense que c'est une structure que la coordination devrait se préoccuper davantage, d'autant plus qu'il y a une commission des usagers qui est prévue dans les statuts. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui y ont siégé, qui ont été appelés à y siéger. En tout cas, pour nous, les statuts datent de 2016. Et il est dit que la commission des usagers sera installée dans les 6 mois. Nous sommes en 2024. On ne sait toujours pas si cette commission est installée. On ne sait pas s'il y a des représentants des usagers qui y siègent, ni qui ils sont. On a saisi la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, fin juillet. On les a rappelés à l'ordre il y a 2 jours et ils nous ont dit que la réponse était à la signature et à la relecture parmi les 280 décisions qui étaient en attente. Bon, c'est pour illustrer un petit peu sur les aspects administratifs. Mais derrière ça, ce qu'on se rend compte, c'est le fond du problème. C'est qu'il profite, au-delà de ce document de 150 pages, qui est un document d'orientation pour les soins hospitaliers dans le département pour les 5 ans à venir. Il profite du fait du refus du conseil de surveillance de Remiremont d'avoir refusé la fusion, à juste titre, avec Épinal. Il contourne cette décision-là pour engager des orientations qui vont aller vers une disparition des plateaux techniques maternité, chirurgie, enfin c'est en termes à peine voilés, je fais raccourci. D'ailleurs, il y a eu un tract dans la lettre de la coordination. Et puis vous avez notre site www.ademat.org où vous pourrez trouver tous les documents. Mais il profite de ça pour faire disparaître à terme, on pense, le plateau technique MCO, médecine, chirurgie, obstétrique de Remiremont, qui concerne quand même toute la population montagneuse du sud-est des Vosges et du nord Haute-Saône, ce qui est quand même très important et qui fait quand même un bassin de population de 100 à 110 000 habitants. Juste un mot pour rebondir par rapport au débat précédent, et puis j'arrêterai là. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans ce document-là, il est dit que tous les hôpitaux vosgiens ont une baisse d'activité, sauf le principal, celui d'Épinal, et encore, parce qu'il est très endetté. Et par contre, on observe que beaucoup de Vosgiens vont sur Nancy et qu'ils augmentent la part d'activité des établissements nancéens. Et les chiffres sont très parlants. On se rend compte que le CHU absorbe 8% de l'activité en plus. La clinique privée Pasteur, enfin le groupe Pasteur, augmente de 44%. Et Elzan, qui appartient à un fonds d'investissement américain, KKR, lui augmente de 49%. Et on s'est dit, mais quand même, le prétexte de ce projet médical, c'est qu'il n'y a plus de médecins qui travaillent à l'hôpital public. À telle enseigne que, par exemple, je viens de découvrir hier que les consultations d'avancée d'urologie ne seraient certainement pas reconduites à partir du mois de décembre, du mois de janvier. On se dit, mais quand même, tous ces groupes-là, avec l'activité qu'ils ont, ils absorbent et ils trouvent bien des médecins. Il y en a encore, quoi. Il ne faut pas non plus qu'on soit dans le déclinisme complet. Et il y en a encore, pourquoi? Parce qu'ils les rémunèrent mieux et parce qu'ils ne sont pas soumis aux gardes à astreinte et qu'ils ne participent pas à la PDS. Donc nous, on met en avant le fait que parmi les priorités qui doivent être négociées au niveau national, il faudrait bien trouver un accord national avec les organisations professionnelles et l'État et la sécurité sociale pour arriver à une parité de rémunération entre les uns et les autres et une participation de tous à ce qu'on appelle la PDS. Voilà, j'arrête, je vous donne la parole. Merci. Qui intervient derrière? Premier intervenant, Michel. Vous pouvez lever la main, puis on vous inscrira au fur et à mesure. Merci. Ça permettra de... je voudrais, c'est pour ça que j'ai levé la main tout de suite,
vous lire le message du printemps de la psychiatrie de Serge Klopp qui devait être parmi nous aujourd'hui. Chers amis et camarades, tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne pouvoir être parmi vous en raison de mon état de santé, je l'espère provisoire. Je veux aussi vous remercier de l'apport de la coordination au printemps de la psychiatrie au travers de Michel Leflon et surtout de Jean-Luc Landas. Suite aux élections, nous avons sollicité individuellement tous les députés du NFP. Première surprise, nous avons été reçus par 7 députés et plusieurs attachés parlementaires de tous les groupes du NFP. Notre objectif était non seulement de les alerter sur l'état catastrophique de la psychiatrie, la situation est telle qu'il ne suffirait pas d'augmenter ses moyens, il y a nécessité de refonder le secteur, mais au-delà d'une simple audition, nous proposions aux parlementaires de travailler ensemble à cette refondation. Et la deuxième surprise, ils nous ont proposé de nous réunir une fois par mois pour travailler. Dans l'immédiat, sur des propositions d'amendement dans le cadre du PLFSS, par exemple le transfert des moyens du dispositif MonPsy vers la psychiatrie publique au travers de la création de postes de psychologues titulaires en secteur. La prochaine réunion est le 17 octobre. À moyen terme, sur des propositions de loi dans le cadre des niches parlementaires du NFP, il s'agit de propositions forcément limitées, mais qui peuvent être structurantes. Par exemple, face au tri des patients, qui fait qu'aujourd'hui seuls les plus malades sont accueillis en psychiatrie. Rétablir dans la loi le fait que le secteur est en charge de toutes les souffrances psychiques, des plus graves aux plus bénignes. Que pour ceux qui sont éligibles aux soins en secteur, face à l'exclusion du suivi de ceux qui sont stabilisés au nom du parcours de soins, on réclame dans la loi que le secteur est en charge de la continuité des soins, de prévention, de cure et de post-cure. Mais comme il ne suffit pas de garantir l'accès aux soins, encore faut-il que celui-ci soit de qualité. Or, aujourd'hui, la psychiatrie qui est promue, et celle qui est enseignée en fac de médecine, en IFSI ou en fac de psycho, ne vise plus à soigner des personnes en souffrance, mais à traiter des symptômes pris en soi, et dans une conception essentiellement biologisante et comportementale des troubles, niant la réalité des dimensions sociales et psychiques de la personne, ce qui se traduit par une psychiatrie de plus en plus déshumanisée et standardisée. Cela pourrait se traduire par une loi rappelant que la psychiatrie a pour mission de soigner les personnes en souffrance psychique, en prenant en compte la complexité des dimensions singulières biopsychosociales de chaque individu. Le soin reposant, quelle que soit la technique, sur la qualité du lien relationnel entre le patient et les soignants, ce que nous appelons le soin psychique. Rétablissant ainsi un soin individualisé, à contrario des soins standardisés actuels. Cela devant être à la base des formations des soignants appelés à exercer en psychiatrie, en rappelant que si le traitement traite le symptôme, c'est le soignant au travers du soin relationnel qui soigne la personne, l'un ne s'opposant pas à l'autre. L'organisation d'un colloque à l'Assemblée nationale en 2025. À long terme, travailler à une loi cadre de refondation du secteur à partir de ses premières propositions, celle-ci nécessitant que la NFP soit au pouvoir. Soit pour que cette démarche aboutisse concrètement à changer la réalité, il est indispensable que nous en fassions un large débat de société en nous adressant à l'ensemble de la population, bien au-delà des professionnels, des patients actuellement suivis et de leurs familles. Pour rappel, plus d'une personne sur 4 sera à un moment de sa vie confrontée à la souffrance psychique et la plupart n'auront pas accès à ce soin individualisé basé sur la relation psychothérapique, associé éventuellement et temporairement à un traitement symptomatique, chimique ou comportemental. Pour pouvoir développer ce débat de société, encore faut-il que nous soyons audibles par la population. Et comme nous l'a fait souvent remarquer Jean-Luc Landas au printemps, nous avons tendance à n'employer qu'un langage d'initié, ne s'adressant qu'aux soignants et compréhensible que de seuls, et encore pas tous. Mais cela est certainement dû en partie au fait que nous ne nous centrons que sur la qualité du soin psychique, en oubliant que le premier souci de la population, c'est l'inaccessibilité des soins. Même si effectivement il ne suffit pas de permettre l'accès aux soins, si c'est pourtant un soin déshumanisant et qui à terme ne résout rien, mais se traduira par un traitement antidépresseur à vie, alors que l'on sait qu'il n'est efficace que sur une courte période, à condition d'être associé à une psychothérapie. Il me semble qu'il est indispensable que dans cette démarche dans laquelle nous sommes engagés, la coordination y joue ce rôle essentiel,
de permettre à l'ensemble du printemps de prendre en compte cette dimension de l'accès aux soins pour tous, de leur continuité, impliquant en conséquence des soins psychiques de qualité. Alors que la tendance des professionnels est de se concentrer sur la conséquence que représente le soin psychique, la coordination devrait nous permettre de remettre la problématique sur ses pieds en partant de la réponse aux besoins de la population qui aboutit logiquement à la qualité des soins. Enfin, si on veut mener ce débat de société, cela signifie qu'il va falloir organiser une multitude de débats dans les localités, et là, le maillage de la coordination et son implantation dans le tissu local me semble fondamental pour leur lancement. Mais au-delà de la psychiatrie, ce travail que nous entamons avec les parlementaires ne devrait-il pas s'étendre à l'ensemble des questions de santé? Mais cela dépendra de la réussite de cette démarche. Nous avons ainsi toutes et tous tout intérêt à ce que cela aboutisse. En conclusion, je vous souhaite de réussir une belle rencontre à Chalette et espère pouvoir être des vôtres l'année prochaine. Je vais en profiter peut-être pendant que j'ai le micro. Je pense qu'effectivement, ça fait partie de des réflexions de nos comités, la psychiatrie. Mais je voulais en profiter pour parler effectivement de la campagne contre les restes à charge en donnant l'exemple de ce qu'on a entrepris de faire dans le département, où c'est vrai que notre comité a un peu des difficultés à remonter la pente après la fermeture de la maternité de Sedan. Et nous avons effectivement pris à bras-le-corps la question de l'accès aux soins avec un questionnaire et avec la pétition contre les restes à charge. Et nous avons, pour réélargir un peu notre cercle, décidé d'inviter l'ensemble des organisations politiques, associatives, syndicales avec qui on a des contacts dans notre département pour faire une campagne sur la sécurité sociale avec la vision de la loi de financement de la sécurité sociale de cette année et du 80e anniversaire de la sécurité sociale l'année prochaine. Et c'est vrai que nous avons eu une première réunion extrêmement agréable avec réponse de l'ensemble des organisations sollicitées, sauf quelques-unes dont nous savions qu'elles ne répondraient pas parce qu'elles étaient un peu plus éloignées de nous. Et on est parti pour effectivement, on a programmé une réunion publique le 20 novembre avec cette idée que ça va nous permettre de distribuer un tract d'ici là et de discuter avec la population sur les questions de sécurité sociale. Je termine par une information non locale, mais avec Convergence des services publics sur cette question de sécurité sociale, est prévue une réunion à Paris, alors pas à Paris, à Montreuil, excusez-moi, le 1er février, pour voir avec les différents réseaux que nous avons, les différentes organisations, comment est-ce qu'on défend davantage la sécurité sociale. Donc le 1er février, peut-être une date à noter dans les agendas. On n'a personne d'inscrit. Frédéric et Vincent. S'il vous plaît, vous faites court de manière à ce qu'il y ait le maximum d'interventions. Merci. Moi, je voulais juste dire. Et puis vous vous présentez. Donc, moi, je suis Frédéric Pfeiffer, je suis un gynéco quasi retraité qui m'occupe d'une petite association à Cachan. Et je voulais juste dire à Jean Pierrel on déplore que les médecins, les soignants en général se détournent du public et trouvent bizarre qu'ils aillent répondre à des sollicitations du privé. Mais ce que je veux dire, c'est que la politique tellement agressive de l'administration dans les 15 dernières années ne peut entraîner que cela. C'est-à-dire que quand il est plus possible à l'heure actuelle pour des jeunes médecins ou des jeunes soignants ou des jeunes infirmières ou des jeunes en général de s'engager vers des structures dont on sait qu'elles sont menacées, où les règles changent toutes les 5 minutes, où les listes de garde sont retoquées par les administrations, où les services ferment de façon discontinue, enfin, des conditions de travail qui sont absolument inacceptables. Et donc ça contribue bien entendu à décourager des jeunes professionnels qui voudraient s'engager vers le public. Merci. Après, j'ai Vincent Carlier. Oui, je vais être très
très rapide parce que je crois que Pascal va aussi intervenir. Moi, je voudrais juste dire que par rapport au travail qu'on peut faire en tant que comité, nous, on essaye d'avoir un travail très large. Et pour ce qui me concerne à moi, j'ai accepté de rentrer au conseil de surveillance et à la CDU. Et que pour nous, pour notre comité, c'est un levier important à la fois pour rentrer dans l'hôpital et avoir accès à des informations et à tisser du lien avec le personnel de l'hôpital et peut-être d'une certaine façon impulser des choses à l'intérieur de l'hôpital, y compris vis-à-vis de la direction de l'hôpital, mais c'est aussi un moyen de rencontrer les usagers, ne serait-ce aussi que par notre présence tous les vendredis à 17h devant l'hôpital, depuis 3 ans, et que par ce biais-là, on arrive aussi à sensibiliser un peu la presse et à se faire un peu connaître. Donc l'idée, ça peut être une façon de faire... La question, ce n'est pas d'atterrir, la question, c'est de décoller. C'est de faire décoller notre action. Après, j'ai... Pascal, oui. Pascal, comité de Marmande aussi. Donc, dans la continuité de ce que vient de dire Vincent, je voulais retracer, mais alors très rapidement, parce que pour expliquer un peu la suite. Donc, ça fait 3 ans, comme l'a dit Vincent, qu'on est on est à peu près à 120 adhérents aujourd'hui, après avoir fait une 20 000 signatures de pétitions, plus les déclarations, les délibérations des conseils municipaux, etc. L'originalité, peut-être, c'est que tous les vendredis soirs, à 17h pétantes, on est devant l'hôpital depuis 3 ans, tous les vendredis, entre 20 et 30 camarades qui sont devant. Donc ça fait quand même plus, le fait d'avoir maintenant, d'être partie prenante de toutes les réunions, y compris avec l'hôpital, y compris on a fait des visios avec le CHU, donc on est pris pour des gens sérieux, quoi. Je crois que c'est important, cette notion de travailler concrètement, et même si on sait très bien que les problèmes vont se régler en grande partie au niveau national, mais qu'y compris, on a besoin de gagner petit à petit, faire des petits pas et gagner, avoir des acquis locaux, et ça on s'y emploie. Et donc je voulais en venir à partir de ça, c'était juste pour vous dresser ça, mais on s'aperçoit la difficulté malgré tout ça, de la mobilisation, et malgré tous les applaudissements qu'on a pu avoir, et notamment pendant la période des manifestations pour la retraite. Et je pense que quand on parle de difficulté de mobilisation, je crois qu'il faut qu'on lie aussi à ça, que malgré tout ce qu'on a fait pour la retraite, finalement, on n'a pas gagné à l'arrivée, et que ça, c'était très, très démobilisateur quand même. Et donc, en essayant de lier tout ça, je veux dire que tout ce qu'on a gagné, tout le petit, maintenant on a des urgentistes alors qu'il n'y en avait plus, et on a une maison de garde maintenant alors qu'il n'y en avait pas. On est en train de se battre aujourd'hui pour avoir des logements pour accueillir dans les conditions du XXIe siècle les internes de façon locale. Enfin, et donc toutes ces petites victoires, je crois qu'il faut qu'on les valorise, et qu'on les valorise chez nous, mais qu'on les valorise aussi sur tous les comités, et qu'en ça, la coordination nationale, je pense qu'on a peut-être un travail à faire là, de sensibilisation, et de montrer tout ce qu'on a pu, par les luttes qu'on a pu mener, tout ce qu'on a pu gagner, et tout ce qu'on peut gagner avec la mobilisation, et donc l'appel à la mobilisation de la population, pour dire on a gagné ça, mais on peut gagner beaucoup plus si on est beaucoup plus nombreux, si vous vous y mettez. Donc je crois qu'avec la coordination nationale, ça pourrait aider, surtout après ce week-end, de vite lancer quelque chose pour dire voilà, on a des gains, mais on a besoin de vous pour aller encore plus loin. Voilà. Merci. Après, c'est Michel Cerruti, et ensuite que Laurence et notre ami au pull orange se préparent. Et je ne connais pas le nom, je suis désolé. Et Gérard, d'accord, merci. Je n'ai plus d'inscrits pour l'instant. Je complète, Michel Cerruti, oui, Marmande, oui. La question, pour rebondir à ce qu'on a eu, pour compléter ce matin, sur décrire un peu à quoi on est confronté, que c'est un choix politique. Donc la question qui nous est posée, c'est de gagner quelque chose et de
pour gagner quelque chose, il nous faut construire un rapport des forces. Donc, je débattais avec la personne qui s'occupe de la mutuelle, je ne sais pas si elle est toujours là, et puis on discutait de ci, de là. Il y a énormément sur le territoire de gens qui sont mobilisés sur la santé, depuis le médico-social, depuis le restaurant du cœur, depuis la Croix-Rouge, etc., le CMS. Donc, comment, on parlait de passerelles, on réfléchit comment faire des passerelles avec tous ces gens qui portent une énergie qui ressemble à la nôtre et qui se heurtent à une impuissance. Parce que chacun se dit, l'engagement c'est difficile, les gens sont moins mobilisés, il y a moins dans le monde associatif, mais il y a quand même des gens à mobiliser qui sont structurés, mais chacun veut rester dans son petit bout de gras, veut défendre son petit bout de gras, mais on se heurte à l'impuissance puisqu'on a affaire à des choix politiques de grande volée quand même pour faire passer une logique d'austérité au service du fric, on va dire. Donc là, moi j'ai pris contact avec la responsable coprésidente des Restos du Cœur qui est intéressée par ce qu'on fait, qui voudrait s'associer avec nous. J'ai vu la responsable CGT de l'hôpital qui me dit que ça serait bien qu'on fasse une rencontre avec l'intersyndicale. Voilà, j'ai discuté avec les gens du CMS, de la Croix-Rouge. Il y a dans ce milieu du médico-social, tout à l'heure on parlait que la santé est traitée du point de vue du logement, elle peut être traitée du point de vue du scolaire, des médecins du travail. Je suis aussi président d'une association d'insertion par l'activité économique. On est confronté à la question de la prévention, à la question du lien des gens qui sont exclus, qui sont largués par la société. Donc, comment, si on veut donner de l'aisance et de l'efficacité à notre action, il faut sans doute qu'on réfléchisse à construire des passerelles. Ça n'est pas sans impact parce que la bataille qu'on a impulsée a stimulé la dynamique de 2 centres de santé sur le Marmandais, le bassin du Tolenquet, le bassin du Marmandais. Et même au niveau du département, on a poussé pour qu'il y ait un centre de santé départemental. On a été en échec. Ils ont construit autre chose pour accueillir les conjoints et les enfants des futurs médecins sur le territoire. Bon, ça ne marche pas des masses. Mais ils ont essayé de faire quelque chose. Ça veut dire que là, cette question, si on arrive à véritablement s'associer avec tout un tas et des élus évidemment locaux, je pense compte tenu du contexte, qu'on peut élargir, parce que là on disait tout à l'heure il n'y a que des retraités dans les comités, il n'y a pas beaucoup d'actifs. Donc si on veut vraiment élargir, si on veut vraiment mobiliser les gens, il faut qu'on élargisse l'entrée pour l'action sur le terrain. Alors qu'il y ait ensuite de temps en temps des réunions, comme en a parlé Michel Flon, avec l'ensemble des syndicats et des formations politiques qui sont déjà un peu dans l'esprit, ça ne peut que donner une nouvelle impulsion. Voilà, je voulais donner ça, parce que tout le monde décrit la situation telle qu'elle est, etc. C'est scandaleux, tout ça. Mais ce qui nous manque, c'est redonner de l'espoir, de la perspective dans l'engagement. Et je crois qu'il faut utiliser tout ce qui existe. On est un peuple quand même assez rebelle qui s'est mobilisé dans l'histoire et qui a marqué des grandes avancées. Et je crois que parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas. Mais il y a quand même il faut réactiver la flamme peut-être. Et nous, on peut être de cela. Merci. Laurence. Laurence. Oui, je fais court. La première chose que je voulais dire, pour le comité de Dole dans le Jura, on a engagé au mois de mars une campagne de questionnaire auprès de la population, par Internet et par papier, sur les questions de l'accès aux soins et les difficultés d'accès aux soins. Et on a proposé aux gens de cocher leurs 3 principales difficultés ou leurs priorités, et puis de témoigner, d'ajouter des témoignages. On a eu
150 par Internet, réponse, et puis on en a collecté dans des initiatives à peu près 250 qu'on vient de dépouiller. Et dans ce qui revient le plus fort, le premier point qui est alors là très largement majoritaire, c'est la difficulté, le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste ou voilà. Dans le même registre d'accès aux soins, il y a quand même plus de personnes qui ont rempli la difficulté d'accès à un médecin traitant plus que ce qu'on pouvait imaginer. Et puis la question des attentes et des difficultés d'accès aux urgences. On a la chance d'avoir eu un maintien de notre service d'urgence 24 heures sur 24 ces dernières années, mais il y a eu plusieurs cas qui ont été signalés de prise en charge tardive, voire trop tard, avec décès suite à AVC. Et la deuxième catégorie de problèmes soulevés sont tous les problèmes qui sont liés aux questions financières. Donc, dépassement d'honoraires, franchise médicale, hausse des coûts de la complémentaire santé, avec de nombreux témoignages de personnes qui disent qu'on m'a demandé tant pour telle opération, telle infiltration, tel machin. Et donc, avec un renoncement aux soins d'un certain nombre de personnes. Et là, je voudrais souligner que les inégalités sociales sont source d'inégalités d'accès aux soins. Et les plus précaires aujourd'hui, non seulement ont 3 fois plus de risques de renoncer aux soins, mais sont également ceux qui ont l'espérance de vie la plus courte. Donc c'est pour nous essentiel de prendre en compte ces difficultés par rapport à l'accès aux soins, que sont les obstacles financiers qui sont mis à la population. Et donc, on a décidé d'engager maintenant, on ne l'avait pas fait avant, cette campagne contre les restes à charge en utilisant la pétition publiée par Convergence des services publics et à laquelle on a ajouté le logo de notre comité. Et on va tenir à la fois des initiatives publiques de signature à partir du 2 novembre sur les marchés, mais aussi on a la volonté d'élargir, comme ça a été dit par d'autres, le champ d'intervention sur ces questions, pas rester entre nous, mais s'élargir à tous les acteurs de la santé, tous ceux qui ont un lien de près ou de loin avec ces questions. Et puis, on a également en tête de travailler avec le comité de Besançon, qui n'est pas là aujourd'hui, avec l'idée de voir les conséquences de la fermeture de la chirurgie conventionnelle à Dole sur la saturation des effectifs et la saturation de la chirurgie à Besançon, et puis de pouvoir mener une initiative conjointe à Besançon et à Dole sur une journée pour pouvoir alerter sur ces questions et puis mettre en avant que l'ambulatoire ne répond pas à toutes les pathologies et à tous les problèmes. J'ai terminé. Merci Laurence. Merci Laurent. Gérard, et puis ensuite, je ne connais pas ton prénom, mais... Pierre, d'accord. Et ensuite Jean-Sève, et après je n'ai plus d'inscrits. Guillaume. Donc Gérard d'abord. Alors Gérald. Gérald, pardon. Mais c'est pas grave. Oui, donc moi je parle de Vire, une commune nouvelle de 18 000 habitants qui n'a sûrement pas les problématiques d'un certain nombre d'autres comités. On est né en 2008, un peu en amont de la fermeture de la maternité, qui, par effet de désescalade, a déshabillé l'hôpital local et en a fait aujourd'hui un hôpital de proximité. Donc on navigue un petit peu au sein d'un GHT qui nous a gracieusement laissé des bribes de consultation, un service de
sages-femmes pour apporter une écoute aux personnes ayant, enfin, simplement un simple service de voilà, c'est ça. Très exactement ça. Mais moi, j'ai pas trop les sigles en tête. La question que je me pose, moi, depuis hier, à travers tout ce qui a été dit, notamment du financement et de la difficulté de faire entendre aux gens la question de la dette, c'est pas ce qui préoccupe les gens sur le secteur, la dette. Ce qui leur préoccupe, c'est leur accès aux soins, c'est leurs besoins primaires, c'est l'absence de consultation suffisante à l'hôpital de proximité, voire de services et de lits d'hospitalisation. Ce qui les préoccupe, c'est d'avoir à se déplacer à Caen, à Saint-Lô, à Flers, et d'attendre 3 ou 4 mois pour avoir un rendez-vous. Donc, la façon dont on a, un peu par hasard et par opportunité, abordé le rapport à la population, parce que c'est ça notre vraie question. Si on veut avoir un rapport de force tel qu'on puisse être écouté à l'ARS, enfin reçu tout simplement avant d'être être écouté à l'ARS, de pouvoir travailler avec les collectivités locales, de pouvoir être aussi dans un rapport d'échange avec la direction de l'hôpital, il nous faut avoir ces éléments-là de rapport de force. Et donc, ce qu'on a utilisé, c'est en 2 circonstances, une démarche d'enquête où on a demandé, d'une part, en raison d'un désert médical et de départ de 3 médecins généralistes, combien de personnes étaient en l'attente d'un médecin traitant. Et donc, à partir de là, ces enquêtes-là nous ont ouvert la porte et de l'intercom et de l'ARS, et y compris de la direction de l'hôpital. Et on est rentré dans un échange qui est complètement différent de ce qu'on avait avant. On était dans un échange d'opposition, de lutte, de dénonciation des carences, etc. Et je pense que peut-être, par ce biais-là, et en impliquant la population, parce qu'il ne suffira pas que notre petit groupe de 25 ou 30 adhérents, parce que c'est de cet ordre-là, on est à la fois dans un désert médical, mais aussi dans un désert militant. Ah ben oui, il n'y a pratiquement aucune organisation politique constituée sur le périmètre. Donc vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Il y a des gens qui sont adhérents de ci, de là, mais aucun ne s'exprime régulièrement. Les organisations syndicales ne sont pas non plus très virulentes, ni très présentes. Donc voilà. Et donc, premier élément, une enquête qui nous a permis de rentrer à l'ARS. Et deuxièmement, là, on vient de mener une deuxième enquête pour savoir quelles étaient les priorités que la population attendrait dans le service de l'hôpital de proximité qui est le nôtre. Et là, en 15 jours, on a recueilli 310 signatures, enfin 310 renseignements. Et avec ça, on va de nouveau se tourner vers les autorités dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir l'ARS, l'hôpital et l'intercom. Bon, il nous reste 20 minutes exactement. Il y a 5 inscrits pour l'instant. J'ai Pierre là-haut qui prend la parole. Ensuite, il y a Jean-Seb, Jean-Luc Landas, Guillaume, Michel Espina, Edith d'abord. Oui, c'est Edith là. Pardon. Parce qu'avec la lumière. Oui. Et Michel derrière. Voilà. Et donc tout de suite, Pierre. Oui, excusez-moi de revenir un petit peu en arrière, mais je voulais répondre enrichir ta problématique de Remiremont sur 2 choses. Pierre Chevalier, Saint-Afrique. Pardon, on écoute Pierre. Pierre Chevalier, Saint-Afrique, pour me présenter. Voilà. Donc je voulais répondre, je reviens un petit peu en arrière sur ta problématique de Remiremont avec 2 réflexions. Une qui va tout à fait dans le sens de notre camarade gynécologue sur la maltraitance du personnel hospitalier. Il faut bien en prendre conscience, que les usagers prennent conscience aussi de ce problème. Il y a une réelle maltraitance envers tout le personnel hospitalier et également envers les praticiens hospitaliers. Un exemple, c'est les chambres de garde. Regardez quelles sont les chambres de garde dans les hôpitaux.
on n'oserait pas mettre grand monde, un travailleur qui fait les vendanges a le droit à une chambre correcte, un praticien hospitalier, gynéco, anesthésiste, c'est plus difficile. J'en parle parce que justement il y a eu des histoires récemment, mais voilà. Mais regardez les chambres, il y a un manque de respect de l'administration. Il n'y a pas besoin de fenêtres parce qu'ils vont travailler. Il n'y a pas besoin de lavabo parce que de toute façon, etc. etc. Donc les conditions d'hôtellerie sont catastrophiques. Ça, c'est un premier. La deuxième chose, c'est la nécessité de s'unir avec les médecins en particulier. Et j'ai été président de CME pendant 10 ans. Le projet médical de l'hôpital de Remiremont, il est fait par le président de la CME de Remiremont et d'Épinal. Il va être ensemble certainement. Mais la place de ce médecin est importante. Il faut que vous le rencontriez, que vous travaillez avec lui. S'il est de Remiremont, il doit défendre l'hôpital de Remiremont. Donc, à un moment donné, il doit être un allié. Et le projet médical est écrit par lui, en grande partie. C'est coécrit avec le directeur. Je te coupe tout de suite. Il a écrit par le groupe Antares. Le cabinet Antares. Non. Légalement, il doit être écrit par le président de CME et écrit par le directeur. Alors après, ils peuvent se faire aider par effectivement des groupes, etc. Mais la loi, c'est le président de CME qui écrit le projet médical d'établissement avec le directeur. Donc il faut que vous le rencontriez, je crois, et que vous travaillez avec lui. D'accord, merci. On en discutera tout à l'heure. Jean ? Oui, je voudrais faire part d'un cas un peu paradoxal qui est le cas de notre comité à Sarlat. Je vais essayer d'être très très court et donc je vais être peut-être parfois un peu trop simpliste dans la description de la situation, mais je voudrais quand même que vous compreniez ce que l'on vit à Sarlat et qui me semble-t-il très paradoxal. Nous avons un comité qui a 10 ans d'existence. Nous sommes toutes les semaines depuis 10 ans devant l'hôpital. Nous avons tissé des liens avec la population. Nous avons tissé des liens avec les maires. Nous avons tissé des liens avec les gendarmes, les pompiers. Nous avons tissé des liens avec les soignants qui sont venus nous voir. Nous avons tissé des liens avec les médias locaux mais médias nationaux. Et petite anecdote, le directeur de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine nous a dit, quand on tape sur Internet le mot-clé « hôpital de Sarlat », on a le comité de Sarlat. Voilà. Et donc, il en avait relativement marre d'entendre parler de ce comité. Donc, le paradoxe, il est dans le fait que nous avons créé un rapport de force qui, sur le papier, est magnifique. Eh bien, dans ce contexte-là, nous avons en face un adversaire qui ne cède sur rien. Il nous a, il y a quelques jours, convoqués, au moment d'une conférence de presse sur un projet local, il nous a convoqués en nous disant, alors on les avait accusés de mener une politique malhonnête et pernicieuse. Il nous a convoqués avec lui, son directeur de l'ARS de Dordogne, la directrice du GHT, avec la représentante de la sous-préfète et avec toute l'équipe de la maternité. Ils nous ont intimé en quelque sorte indirectement l'ordre d'arrêter notre opération de dénigrement. D'ailleurs, on ne devrait pas s'appeler défense de l'hôpital, mais dénigrement de l'hôpital. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'audace de ces gens-là. Et ils nous menacent d'un procès en diffamation. Donc, nous avons un rapport de force qui est très favorable, mais en face, on a des gens qui refusent de céder sur tout et qui se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Ils font croire qu'ils ne veulent pas fermer la maternité alors qu'on ne peut plus y accoucher, en promettant qu'ils allaient le rouvrir. Donc, voilà, bien sûr. Mais tout ça pour arriver à ma conclusion. Ma conclusion, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? L'adversaire est très puissant. Tout le débat qu'on a eu ce matin montre que la finance, elle est très puissante. Donc il me semble qu'il faut qu'on réfléchisse à quelle est l'alternative. Je ne crois pas qu'il faille attendre qu'il y ait un pouvoir qui nous soit favorable. Je ne pense pas. Et je crois qu'il faut qu'on démontre 3 choses. La première chose, c'est que
si on ne fait rien, si on n'intervient pas, le système va dans le mur. Il va déjà dans le mur, ça on le fait. Mais il faut en quelque sorte dire voilà ce qui va se passer. 2, à mon avis, il faut absolument insister sur le fait qu'il y a des alternatives. J'évoquais un exemple, c'est un exemple peut-être mineur, quoique on propose de supprimer les ARS. Mais alors on les remplace par quoi? Est-ce qu'on a des propositions? Oui, on a des propositions à la coordination. Pourquoi on ne met pas assez en avant le fait qu'il y a des solutions et il faut que nous reprenions en main notre système de santé, localement et à des échelons plus élevés. Et enfin, donc, proposer des alternatives. Si on ne joue pas sur ces 3 cartes-là, on n'y arrivera pas. Et je voudrais finir là-dessus. Je suis en rage parce que cette alternative, nous l'avons réussie et elle n'est pas conscientisée. Dans notre territoire, personne n'en a conscience. Nous avons réussi, en tant que comité, pendant 5 ans d'efforts, à construire un centre de santé. C'est nous qui l'avons construit. C'est nous qui en sommes, en quelque sorte, nous sommes les employeurs. Nous avons donc réglé un problème d'accès aux soins. Eh bien, figurez-vous que ce projet-là, personne ne se rend vraiment compte que nous avons en partie la main sur ce système. Et on a énormément de mal à impliquer la population dans la gestion de ce centre. Et même ceux qui travaillent dans ce centre n'en ont pas forcément conscience. Si on leur dit, mais attendez, mais vous êtes en train de construire un autre système, ils vont éventuellement être devant comment dirais-je, ils ne comprendront pas notre propos. Donc, moi, je suis très perturbé par le fait qu'on a des rapports parfois très favorables et on n'obtient rien. Et donc, à un moment donné, il va falloir que l'on se dise que l'une des clés de la situation, c'est qu'on se réapproprie notre système maintenant, tout de suite, et que, on le voit dans les rencontres qui se succèdent, il y a dans des tas d'endroits des réappropriations du système de santé sur le plan local. Il faut qu'on s'appuie là-dessus, qu'on le popularise et qu'on dise que c'est à partir de ça qu'il faut reconstruire quelque chose. Merci. Merci Jean. Jean-Luc? Il y avait Guillaume. Ah, bah, Guillaume. Oui, donc Guillaume, donc du comité de Chalette, enfin Montargis-Chalette. Vous connaissez Montargis. Bon, moi, je vais vous livrer deux, trois choses qui me viennent à l'esprit, qui sont un petit peu décousues, mais voilà, je ne suis pas en très bonne forme là. Tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas négliger la force de nos comités. Alors, je pense d'abord à notre collectif local. Je pense que toute forme d'expression citoyenne, elle dérange. Et que moi, je crois beaucoup à la politique des petits pas et comment dire, à l'accumulation et à l'agrégation des résistances qui peuvent s'opérer partout. Alors, dans la santé, bien sûr, hein, mais de manière générale, voilà, dans beaucoup d'autres domaines aussi. Nous, on a un jeune comité, bon, on est né il y a 4 ans, on ne s'est pas construit autour d'une bataille décisive, hein. On n'a pas un service qui a fermé, on n'a pas un hôpital qui s'est écroulé du jour au lendemain. En revanche, la médecine de ville, c'est compliqué depuis déjà très longtemps, mais j'allais dire, on n'avait pas de facteurs visibles, immédiats, qui nous permettent d'enclencher des mobilisations importantes. Bon, même si, je l'avais rappelé l'autre jour, l'élément un peu fédérateur sur la naissance de notre collectif, ça a été cette chaîne humaine qui a quand même réuni plusieurs centaines de personnes dans l'hôpital et qui a marqué les esprits, parce qu'il n'y avait jamais eu aucune initiative devant cet hôpital. Donc je pense que c'est une expérience difficile, mais en même temps c'est une expérience qui est assez vivifiante, parce que je pense que avec de la patience et dans la durée, on peut grandir, on peut faire grandir nos luttes, et pour aller dans la suite de ce que disait Michel Carréric, je pense qui évoquait les questions de passerelle. Non, pas Michel Carréric, Michel Cerruti, pardon. Qui évoquait cette notion de passerelle.
Moi, je crois qu'une des stratégies essentielles, enfin, en tout cas à laquelle nous on essaye de coller, c'est d'essayer de converger, d'unir, de dialoguer, de concerter et d'aller vers toutes les forces de progrès sur nos territoires, et elles sont nombreuses. Voilà. On a beaucoup de petits îlots, encore une fois, de résistance ou d'action, ou de politique, associative, syndicale, d'associations de malades et de patients. Voilà, beaucoup de petits groupes qui sont eux-mêmes, j'allais dire, assez en difficulté dans leur propre périmètre. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à construire ensemble. Je prendrai un exemple tout récent. Alors, je ne sais pas si Monique est par là, qui est derrière moi. Guillaume, il nous reste 8 minutes, j'ai encore 3 inscrits. Alors je termine juste sur cet exemple-là. Merci. Sur la pétition, je reviens sur la pétition sur les dépassements d'honoraires. Pétition, la convergence des services publics, sur lequel voilà, on s'est attelé. Bon, chez nous, on a fait une pétition, spécifique, on a adapté un petit peu localement. En même temps, récemment, on s'est du coup rapproché de la CGT Retraite, qui aussi sur le département a lancé une campagne aussi avec le groupe de 9 syndicats retraités, aussi une campagne sur les dépassements d'honoraires. Je me dis, il faut qu'on arrête de multiplier des initiatives chacune dans nos chapelles, voilà, et qu'on arrive à nous unir. Bon, je m'arrête là parce que je suis trop long. Pareil. Ah oui, parce qu'il y a encore 3 inscrits et il nous reste 7 minutes. Alors, Edith, la dame au milieu, dont je ne connais pas le nom ou le prénom, et puis un monsieur là-haut. Pardon ? Nicole. Voilà. Bon. Alors, Edith, vas-y. Alors, Ruffec, oui, non, je vais essayer de faire très court. Ruffec, donc Nord-Charente, association qui existe depuis 30 ans. Donc c'est pour dire que le combat, il est forcément dans la durée. Ça ne peut pas être autrement. Il n'est pas récent, il est forcément dans la durée. Ruffec, on est un hôpital de proximité labellisé avec dérogation pour un service d'urgence. Ça, c'est quelque chose qu'on a gagné. Ça fait partie des choses. Dans les projets, autant on peut combattre l'hôpital de proximité labellisé. Excusez-moi, je me suis trompé d'1 heure. Ah. Donc... Il a tellement envie qu'on finisse, qu'il en a tellement plein la tête. Bon, c'est pas pour ça que je vais faire plus long. Alors, oui, donc je sais plus. Oui, je disais que c'est vrai qu'on a combattu et on combat tous ce que contient l'hôpital de proximité labellisé, avec la suppression des maternités, la suppression des chirurgies, ce qui est déjà notre cas, et qui peut comprendre la suppression des urgences. Mais je crois qu'il nous a peut-être échappé que par rapport aux services d'urgence, il y a la possibilité de demander des dérogations pour avoir des services d'urgence au sein d'hôpitaux de proximité labellisés. Mais parce que c'est bien caché dans le fond des tiroirs, hein. Donc, mais c'est effectivement, mais là aussi c'est une bataille de chiens, et la bataille, elle ne peut pas se faire sans les professionnels à l'intérieur. Et il faut reconnaître que nous, on a la chance d'avoir effectivement une commission médicale d'établissement qui est très combative, et en particulier un président, et qui effectivement est très partie prenante dans beaucoup de nos combats. Ça aide, hein. Voilà. Donc, en ce qui concerne les pétitions restent à charge, donc on a commencé à s'en occuper assez tardivement là, au mois de septembre, puisque au mois de juin, on a effectivement organisé quelque chose pour nos 30 ans et c'était un peu compliqué. Donc, on a commencé à la mettre depuis le mois de septembre. Là. Pour l'instant, on est avec 110, 120 adhérents, donc on l'a envoyé à tous les adhérents pour faire signer dans son entourage, parce que c'est aussi ça. C'est que faire les marchés, etc. On avait fait ce type de planning. Malheureusement, les marchés, ils sont à des jours précis. Et la météo a fait qu'on a été obligé de reporter. On espère pouvoir le faire la semaine prochaine. Mais il n'empêche que c'est aussi nos adhérents. Simplement en faisant signer autour de soi 10, 20 signatures dans son entourage, quand il y a une centaine d'adhérents, ça peut faire quand même un certain nombre de signatures.
on est de plus en plus sollicité pour des contacts aussi. Là, donc récemment, on a une entreprise, une organisation syndicale d'une entreprise qui nous a sollicité pour faire une intervention justement sur la Sécu et la prise en charge de la santé. Hein, ça va se passer la semaine prochaine. Et on est de plus en plus sollicité pour ce genre de choses. On a été sollicité aussi par des gens qui sont en train de monter une liste pour les municipales, etc., sur les questions de santé, etc. Donc je crois qu'il ne faut pas bouder tout ça. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est tout un travail de fourmi. Et effectivement, c'est vrai que ce travail de fourmi, il ne paye pas tout de suite et que c'est compliqué. Et que par contre, c'est vrai qu'en face, comme dit Jean, ils sont puissants et ils avancent vite et malheureusement souvent plus vite que nous. Mais est-ce qu'on a malheureusement d'autres solutions que de continuer ce travail de fourmi, continuer ce travail d'éducation populaire, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup, en matière par rapport à la sécurité sociale, la prise en charge des soins, on s'aperçoit quand même que, y compris dans les soignants, il y a vraiment des trous énormes dans les notions. Donc je crois qu'il faut qu'on reprenne notre patron de pèlerin là aussi, hein, pour expliquer un certain nombre de choses, quoi. Donc voilà, c'était à peu près ce que je voulais faire en petit tour, hein. Notre ami de Concarneau. Oui, alors je m'appelle Nicole Moyon. Je ne suis pas, contrairement à la majorité des gens qui sont ici, experte dans ces problèmes de santé que vous avez évoqués. Franchement, ça m'impressionne. Hein. Si vous pouvez parler dans le micro devant. Oui. Donc bien. Comment ? C'est bon comme ça ? Ouais. Ah bon, alors je vous disais, je suis Nicole Moyon, j'appartiens, mais depuis pas très longtemps, suite à un problème personnel d'ailleurs, et au comité de Concarneau. Donc je suis pas du tout l'experte que vous êtes tous ici des grands experts en matière de santé. Moi j'apprends, hein, petit à petit j'apprends. Donc je voudrais faire des remarques sur ce que j'ai ressenti depuis que je suis ici et vous expliquer dans un deuxième temps pourquoi et comment j'y suis arrivée. Ce que je vais dire va peut-être paraître naïf, mais tant pis, j'ose. Donc, on va sur les marchés, nous, le marché de Concarneau, et les gens viennent nous voir et on est très bien reçus. Hein. Oui, on va très bien. Je voudrais parler de Concarneau parce que moi j'y vais. Et donc, comme disait le camarade à côté, là, nous sommes très bien reçus et les gens n'arrêtent pas de. C'est le bureau des pleurs, quoi. On n'a pas de généraliste, il en manque, mais partout. Il faut aller à Brest, il faut aller à Lorient, il faut aller à Quimper. Enfin, ça c'est infernal pour avoir un dermato, un cardiologue, enfin tout, quoi. Et donc, il y a ça. Il y a cet aspect-là de prise de parole des gens. Mais il y a aussi autre chose. Hein, et ça, on entend beaucoup, ben oui, c'est pas bien, on est dans une mauvaise situation. Mais que voulez-vous ? Il y a la dette, il faut bien rembourser. Hein, bon, c'est comme ça, on peut pas rester comme ça. Il faut que tout le monde participe, il faut qu'on prenne notre part à l'effort. Enfin, tout ce qu'on peut entendre constamment dans les radios, dans les médias. Enfin, voilà. Donc ça, c'était mes réflexions sur la situation, ce que j'ai pensé, puisque j'ai reçu. Alors pourquoi je suis ici et comment j'y suis arrivée ? Alors là, ça va être un peu plus léger. Bon, c'est que la saison dernière, à Concarneau, au comité, nous nous sommes mis à 8 à écrire et monter une pièce de théâtre. Oui, alors voilà, nous avons écrit des sketchs de manière séparée. Et ensuite, avec une metteur en scène de Concarneau, nous avons lié tout ça et on a fait une pièce. Alors c'est genre café. On est au café, il y a le patron, il y a les clients qui interviennent et qui parlent de leurs problèmes. Alors sur le mode humoristique, hein, c'est sur le mode humoristique. Donc il y a le Padelin où le maire, n'ayant plus de médecin, a engagé un druide, par exemple. Bon, ça a été une des blagues, hein, dans le journal local. Qu'est-ce qu'il y a encore Ah oui, il y a aussi le médecin qui a déclaré que dans son Padelin, il y avait interdiction de mourir, de décéder, parce qu'il n'a plus personne pour faire les constats de décès. Donc voilà, on joue là-dessus. On joue sur les distances qu'il faut faire. Alors il faut aller à Brest, il faut aller à Lorient, etc. Alors le gars, il dit à la fin, alors le patron du bar lui dit, ça va, tu les as eus tes rendez-vous ?
il a raconté qu'il va à Brest, machin. Ben, le gars, il dit, mais comment je fais, moi, avec mon vélo? C'est sur des notes comme ça, un peu très drôles. On finit par une jeune fille qui nous fait un rap, on finit tous ensemble comme ça. Mais en même temps, il y a du sérieux. Tout est basé sur des choses qu'on a lues ou entendues. Et particulièrement dans le premier sketch, on explique comment la sécurité sociale, comment nous avons été dépossédés de la participation, qu'il n'y a plus de parité, quoi, que petit à petit on a enlevé, que la Sécu était gérée que par les cotisants, et puis que de fil en aiguille, à travers les différentes lois, eh ben, nous avons perdu cette participation. Et on s'est aperçu, parce qu'après on fait un débat, et on a été très bien reçus, hein, très très bien accueillis, on a fait 3 représentations, et on va en faire d'autres. Hein. On a des contacts avec le comité de Douarnenez, puis on envisage encore sur Concarneau une autre intervention. Ça dure 1 heure à peu près, et après on débat. Et on s'est aperçu que des syndicalistes sont venus nous voir et nous ont dit, sur cette dépossession de la participation, l'absence de participation des cotisants maintenant à la gestion de la Sécu, on ne savait pas. Ils ne savaient pas. Donc on leur a appris des choses quand même. Et moi, j'ai trouvé que c'était une façon, cette pièce de théâtre qu'on a faite, intéressante de discuter avec les gens, d'interpeller. Et on a été vraiment très, très bien reçus. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Derrière, je ne vois pas qui c'est, mais voilà. C'est bon. Pascal Delorme, de Comité pour l'amélioration du service public de santé du Grand Châteaudun. Un grand titre. Donc nous, on cotise à la coordination depuis 2008 et on s'est créé en association en 2018 à la fermeture de la maternité. Donc on a réussi à mobiliser, hein, quand c'est la fermeture, on est là, hein, les élus sont là. Mais depuis que la maternité est fermée, on ne les voit plus. Hein. Ce n'est pas eux qui vont au charbon. Donc on est 12 adhérents. 3 actifs. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'ai réussi à rentrer, grâce à Jean-Luc, qui m'a passé l'avis de l'ARS quand ils ont recherché des représentants d'usagers. J'ai réussi à rentrer très difficilement. Maintenant j'y reste. Et j'ai réussi à rentrer au GHT, des usagers aussi. Donc, même si on ne peut pas faire grand-chose dans ces instances, au moins on apprend des choses. Voilà. Alors aujourd'hui, la situation, c'est que elle a toujours été. Au niveau des organisations syndicales, ça s'est dégradé. On n'a aucun contact. On n'a aucun adhérent de l'hôpital, aucune organisation syndicale. Hein. Ils nous fuient. Pire, ils nous fuient, pratiquement. Alors qu'on se bagarre pour l'hôpital public. On s'est battu pour le Ségur, pour eux. Alors c'est très compliqué, mais enfin, on ne va pas abandonner. Hein. Et puis il y a des bonnes petites intentions, des voix, des gens, des représentants usagers qui sont dans l'hôpital et qui, au lieu d'adhérer avec nous, nous mettent des bâtons dans les roues, c'est le dire. Donc voilà, on n'est pas beaucoup, on fait ce qu'on peut. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est l'abandon des élus. Alors la population, elle signe les pétitions. On a eu 15 200 signatures contre la fermeture de la maternité, qu'on a portée à l'ARS, qu'on a été reçu par l'ARS. Mais ils ont fermé. On a refait une pétition 2 jours avant la fermeture, les gens sont déplacés massivement. C'est bien les pétitions parce que ça donne une force au comité, on dit ah, ils ont quand même quelque chose. Mais il n'y a pas d'engagement derrière, personne vient. Moi je vous admire hein, d'aller toutes les semaines devant l'hôpital. Moi je suis incapable hein, de faire ça d'abord à 2 ou 3, on ne peut pas. Et on est soutenu par personne, pratiquement personne. Donc c'est très difficile. Alors il y a plein d'initiatives, hein. Moi la coordination elle est là pour ça. Hein. Toutes les semaines on lit ce qui se passe un petit peu dans toute la France et ça peut donner des idées puis ça nous renforce. Mais voilà, c'est ça. Comment mobiliser, comment avoir des adhérents. Voilà, c'est ma question principale. Merci. Jean-Luc. Ensuite, Tour. Je ne sais plus le prénom. Et puis devant. Pardon. Serge. Et après, il n'y a plus d'inscrits. Mais il y a encore du temps. Ah, pardon. Michel.
Bien, Jean-Luc Landas là, de Nantes, le collectif nantais pour le droit à la santé et à la protection sociale pour toutes et toutes, on n'a pas trouvé plus court, qui existe depuis 2003, voilà, et qui adhérait à la coordination en 2011 ou 2012, je ne me souviens plus très bien. Pardon ? Micro, pardon, ouais, d'accord. Alors, je voudrais vous faire part qu'effectivement, nous sommes emparés de la pétition contre le reste à charge. Nous avons fait signer plusieurs centaines et ce n'est pas fini. Ça ne fait pas beaucoup pour une ville de 700 000 habitants, enfin pour une agglomération de 700 000 habitants, bien entendu. Mais comme le disait Gérald tout à l'heure, il ne faut pas croire que dans les grandes villes, il n'y a pas non plus un désert militant. C'est exactement la même situation. On est dans la même situation politique que dans les petites villes et dans la ruralité. C'est pareil. Sauf qu'effectivement, quand on se retrouve à 10, c'est plus qu'à 3. Mais pour un territoire de 700 000 habitants, ce n'est pas grand-chose. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a des échecs. On a aussi des échecs. Alors, c'est très valorisant, effectivement, comme le disait tout à l'heure la camarade de Concarneau, d'aller à la rencontre. On est très très bien reçu, c'est exceptionnel qu'on soit mal reçu, à la rencontre de la population, de nos concitoyens. Mais on a aussi des échecs de mobilisation, avec dernièrement un échec retentissant, où pour la première fois, je suis à Nantes depuis 1984, je n'ai jamais vu cela dans le domaine de la santé. Les syndicats, CGT, CFDT, CFTC, FO, Sud, FSU ont appelé la population à venir soutenir les soignants de l'hôpital, des moyens pour l'hôpital public et les soignants de l'hôpital public. 200 personnes. 200 personnes. Et moi, j'étais retenu ce jour-là, j'étais hors de Nantes et j'avais prédit ça. J'étais certain que ce serait une catastrophe. Pourquoi ? Parce que c'est complètement artificiel. On ne peut pas du jour au lendemain, comme ça, croire que, comme le disait Edith, on va, en claquant des mains, parce qu'on se réunit à de nombreuses forces syndicales, mobiliser la population. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, je viens de chercher, parce que vous savez peut-être qu'aujourd'hui, il y a une mobilisation à Carré de la part des comités bretons. Demain, il y en a une autre à Remiremont, et qu'il y a aussi une initiative à l'ODEV ce week-end sur la santé. Eh bien, le résultat, c'est à Carré, des milliers de personnes manifestent contre la régulation des urgences de nuit. Voilà, 3500 personnes selon la préfecture, plus de 10 000 selon les organisateurs. Il y avait peut-être des Marseillais, peut-être là-dedans quand même. Bon, voilà. Ouais, d'accord, mais oui, c'est peut-être la même chose. J'en sais rien, je ne les connais pas bien. Alors, bref, les mobilisations sont possibles. Et comme le disait Gérald tout à l'heure, moi je partage ça complètement. Il faut à la fois partir de la réalité locale, des problèmes locaux, et je ne sais plus qui d'autre disait, eh bien, aller pas à pas en essayant de résoudre des problèmes locaux. Pierre Chevalier disait à juste titre tout à l'heure, les chambres de garde. Je crois qu'à Marmande, ils se sont préoccupés des conditions d'accueil des internes de garde à l'hôpital. Ça fait partie de notre boulot. Ce n'est pas le seul boulot, mais ça fait partie. Parce que tout ça mis bout à bout, on arrive à avoir des victoires. Et accumuler les victoires, les petites, et en être propriétaire. Vous savez sûrement qu'à Nantes, il y a la réalité de la construction d'un nouveau CHU. Non, public, bien sûr. D'un nouveau CHU qui, au départ, était prévu avec 357 suppressions de lits d'hospitalisation. Maintenant, il n'y en a plus que 90. C'est encore 90 suppressions, mais par rapport à 357, et on s'est battu pour ça. On s'est battu pour dire l'hôpital est trop petit, il reste trop petit, il ne répond pas aux besoins. Deuxièmement, c'était la volonté
de rassembler sur un seul site tous les services de médecine, de chirurgie et d'obstétrique. Nous avons dit non, il faut un hôpital multisite. Et il y aura un hôpital multisite. Parce qu'effectivement, toutes les forces, à la fois internes et externes à l'hôpital, on dit mais c'est trop petit, on n'y arrivera jamais. Et effectivement, et je pense que c'est important à la fois d'analyser ces échecs, de ne pas rêver, et aussi de capitaliser les petites victoires que l'on peut, ou les grosses, que l'on peut avoir. Parce que là, il y a une mobilisation importante, et c'est la mobilisation, le principal, c'était le refus de la régulation des urgences. Et il y a un encart, et je ne suis pas certain qu'ils vont l'obtenir, j'en sais rien, mais en tout cas, ils se sont mobilisés pour l'avoir. Et il y a un encart dans cet article qui est de France Info, reportage, ça va parler à certains, et dont Jean, là, qui était à la tribune, en Dordogne, la régulation des urgences la nuit soulage les soignants, mais inquiète les patients. Et je trouve que c'est un très bon raccourci de la proposition. La régulation des urgences, elle est demandée par les soignants. Demandée par les soignants qui n'en peuvent plus. Qui n'en peuvent plus. Voilà, c'est ça le problème. Et donc, il faut arriver à la fois à parler à la population et à parler et dire nous voulons que nos besoins soient ensemble, mais aussi porter les revendications des soignants. Et les syndicats à Nantes ont appelé la population parce qu'ils n'en peuvent plus, ils n'arrivent pas à mobiliser les soignants. Il y a 12 000 soignants en Nantes, 12 000, 200 manifestants, à l'appel de, je ne sais plus, 7 syndicats, je crois. Vous vous rendez compte? C'est ça, la réalité. Allez, Jean-Luc, Serge. Après, j'ai Michel et je n'ai plus d'inscrits. Oui, mais merci donc Serge du collectif Chalet de Montargis. Oui, moi je voulais intervenir sur, effectivement, en appuyant le fait qu'il faut effectivement partir de problèmes locaux. C'est ce qui effectivement intéresse les gens. Et il ne faut pas oublier là-dedans ce qui fait très très mal, qui a un vrai poil à gratter au niveau de nos institutions, c'est la bataille médiatique. La bataille médiatique, c'est quelque chose qui est essentiel. On l'a vu, par exemple, ils ont ouvert un grand centre de radiothérapie, bien sûr privé, et il y a la radiothérapie à l'hôpital. Et quand on allait à l'hôpital, qu'est-ce qu'on nous répondait? Si vous voulez, allez à la radio privée. C'est-à-dire que l'hôpital vous dit d'aller à la radio privée. Et on a, au niveau médiatique, effectivement, balancé ça. La semaine suivante, le directeur du centre hospitalier s'est fendu d'un immense article aussi en disant « Mensonge de la part du comité, vous pouvez vous rendre sans aucun problème. » Et bien on leur a dit « Chiche, on va envoyer les gens en masse pour pouvoir le faire. » Et je pense qu'effectivement le travail médiatique est quelque chose d'essentiel parce que c'est ce qui met en lumière ce que eux veulent voir rester dans l'ombre. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et puis, autre chose aussi, je pense que la camarade a parlé, par exemple, de la pétition qu'ils ont fait, du moins, ce n'est pas une pétition, ils ont fait une recherche pour savoir si les gens, s'ils avaient un médecin, s'ils avaient, etc., etc. Nous, on a fait la même chose. Ça serait très bien, et ça sera très bien, je pense, on le fait un petit peu, mais de mettre en commun ces expériences. C'est-à-dire, ça fait gagner du temps, et en même temps, ça donne des idées. Moi, la camarade qui a parlé du théâtre, je trouve ça très très chouette. Pourquoi pas, on ne l'a jamais fait. C'est-à-dire que mettre les choses en commun me semble quelque chose de fondamental. Et puis, lier bien sûr notre travail à celui des soignants, des personnels. J'en ai parlé tout à l'heure quand tu parlais des EHPAD et tout ça. C'est évident que dire que s'ils ont un problème, effectivement, ils sont saturés pour les urgences, c'est aussi lié au fait que les gens
n'ont pas de médecin et qu'après 7 heures du soir, ils n'ont qu'une seule solution, les urgences, c'est-à-dire de lier les deux choses de manière à montrer que ce n'est pas contre eux, mais que c'est bien avec eux qu'il faut se battre. C'est bon? Merci. Alors, notre ami de Tours, et puis après, il y en a une autre derrière ou un autre. Ah, c'était devant, pardon. C'est rien. Mais non, mais on a le projecteur. Vous voyez pas quand c'est en face? Il faudrait qu'on ait la lumière par ici, quoi. À toi. Oui, Geneviève de Tours. On est le collectif 37 Notre Santé en Danger. Donc on a fait, on est depuis 2012, on a fait une grande bataille par rapport à la restructuration de l'hôpital public et notamment par rapport à l'hôpital Clocheville qui est un des rares hôpitaux pédiatriques et qui devait être regroupé avec l'ensemble des hôpitaux, bon, avec toutes les fermetures de lits à la clé. 350, après, bon, ça a beaucoup changé. Et en fait, ça a été décidé que l'hôpital Clocheville reste en ville, donc reste un hôpital pédiatrique. Par contre, bon, ils disaient qu'ils n'avaient plus de sous aussi pour construire un nouvel... Entre-temps, ils avaient décidé de faire un hôpital spécifique pédiatrique. Et maintenant, ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent pour faire un nouvel hôpital spécifique pédiatrique. Donc, ils laissent dans les vieux locaux, ce qui est aussi un problème parce qu'ils ont laissé se dégrader l'hôpital. Mais bon, la victoire, c'est qu'on a gardé l'hôpital Clocheville pour l'instant, avec normalement 10 millions pour rénover. Par contre, après, ils ont décidé de commencer par regrouper les psychiatries. Il y a eu toute une lutte avec le personnel contre ce regroupement avec 84 fermetures de lits. Et bon, le maire de Tours avait au départ soutenu, bon, il a fait une rencontre et puis après il a été convaincu par l'ARS, des médecins psychiatres, certains médecins psychiatres qui sont d'accord avec le regroupement parce qu'il n'y a pas beaucoup de professionnels. Et donc c'est ce qui va se faire en premier, malgré le déficit en lits de psychiatrie. Ce qu'on voudrait faire là prochainement, bon, on est en lien avec les syndicats de l'hôpital, en particulier le syndicat Sud qui est dans notre collectif. Donc il y a le syndicat de l'hôpital, après il y a des organisations politiques aussi, PCOF, NPA, qui sont dans le collectif. Ce qu'on voudrait faire, c'est pour la journée des droits de l'enfant, le 20 novembre, on voudrait avoir une initiative, en particulier en lien avec les organisations qui se battent pour les droits de l'enfant. Il y a la PJJ, quand on disait de faire des passerelles avec les autres organisations. Il y a la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, qui se bat contre des fermetures, contre des diminutions de postes qui sont très dangereux et par rapport à la santé mentale des enfants, au devenir des enfants, c'est important parce que ces enfants-là qui ne sont pas suivis pour des problèmes soit qu'il y a des problèmes dans les familles et puis après le passage devant le juge, ils ne sont pas... il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas d'accompagnement et c'est un danger pour les enfants. Il y a des problèmes pour la psychiatrie. On a vu que, par exemple, on a le CMPP qui est pour les enfants, qui ne prend plus d'enfants à Tours. Donc,
les enfants, ils sont sans soins, alors que on dit qu'il y a beaucoup de problèmes pour les enfants, les adolescents, surtout après le Covid. Donc voilà, on voudrait faire quelque chose par rapport au 20 novembre. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la loi retraite, même si on n'avait pas gagné sur le coup, c'est pas c'est une défaite dans les faits pour l'instant, mais je veux dire, on a compris un peu mieux ce que c'est ce système, qu'il fallait aller plus fort encore dans le rapport de force, et la question du système lui-même capitaliste, elle est posée aussi. Et quand on voit en plus la violence qu'ils mettent, ne serait-ce que pour défendre les méga-bassines, pour défendre un tas de choses comme ça, que vraiment il faut un rapport de force très grand. Merci. Nos amis du Jura. Oui, bonsoir. Jean-Paul Guy, donc comité de Saint-Claude. Voilà, je voulais dire deux allusions. La première, c'est en ce qui concerne la maternité. C'est possible d'en parler maintenant, très rapidement. Donc, le rapport Ville a été fait par un Parisien, pour des Parisiens et pour la France des autoroutes, simplement. Elle a complètement oublié tout ce qui était en dehors d'un grand circuit routier. Et alors, chez nous, la maternité a été fermée ça fait 5 ans exactement, et il n'y a eu que 15 accouchements dans la rue. Mais vraiment dans la rue, dans la neige, ça a été vraiment dans des conditions épouvantables. Alors, ce qui m'a beaucoup indigné, c'était la réaction de Madame Buzyn, qui avait été interviewée par Élise Lucet. On avait filmé cet accouchement dans la voiture, à l'arrière de la voiture, où le mari avait eu juste le temps de recueillir l'enfant par la portière arrière. Enfin, ça avait été un truc épouvantable. Et les gens avaient mis 2 heures pour ne pas arriver à la maternité. Et Madame Buzyn, on lui avait dit quand même, il faut réouvrir la maternité de Saint-Claude. Elle avait dit non, il n'en est pas question pour des raisons de sécurité. Et je trouve que le paradoxe, c'est typique de cette administration. Et d'ailleurs, nous avons pensé, mais je l'avais dit, qu'il y a une aire de stationnement en haut de Lons-le-Saunier, où il y a eu 2 accouchements, et nous avons créé un nouveau panneau « Attention, danger, accouchement ». Voilà. Ça, c'est la première chose. Et on a eu quelques actions un petit peu originales. Je voulais dire pour la mobilisation, c'est vrai que c'est un gros problème. La première manifestation qu'on a fait en mai 2017, alors que l'ARS avait annoncé des fermetures pratiquement de 5 services sur 6 dans l'hôpital, y compris la dialyse dont je m'occupais, on a eu 6 000 personnes pour une population de 11 000 habitants. Donc c'était absolument énorme, on n'avait jamais vu ça depuis la Libération. Le drame, c'est que maintenant, quand on fait des manifestations, on se retrouve à 200, 300. Et c'est très possible, c'est très difficile dans la durée que les gens continuent à se mobiliser. Voilà. Puis une autre action, mais ça je l'avais dit, on avait organisé, bon, je suis pianiste, certaines personnes le savent maintenant, et on avait organisé un récital au profit des futures victimes de l'ARS, en grand sur les affiches. Et je trouvais que c'était pas mal. Voilà. Bien, merci. Merci. Oui, alors moi je voulais dire 2 ou 3 mots. Donc je représente le collectif de Rambouillet. Je dois dire, je trouve cet échange entre nous très intéressant, avec cette diversité de situations, d'expériences, ces réussites, ces choses très importantes que ici ou là vous venez. Je pense à ce que fait Marmande et d'autres collectifs sur leur présence régulière devant les hôpitaux, ce que nous on n'est pas capable de faire pour l'instant, mais ça va nous faire réfléchir. Donc nos réussites, nos échecs, cet échange est très intéressant. Alors moi je représente le collectif de Rambouillet qui existe depuis 2015, qui a été créé à l'occasion de fermetures de lits importantes dans l'établissement et qui a provoqué une réaction des organisations syndicales à l'intérieur de l'hôpital. Et avec des amis, nous nous sommes dit, mais il ne faut pas que les patients restent en dehors
de cette situation. Donc on a créé un collectif, on a fait une première petite réunion entre nous, on a décidé de s'adresser à toute la population et aux hospitaliers, et on a eu du répondant, on a engagé pas mal de mobilisations, et on a à l'heure actuelle 70 à 80 adhérents, ça dépend des moments, avec des hospitaliers, dont certains sont aujourd'hui à la retraite, et beaucoup de citoyens, de patients à l'extérieur. Alors nous essayons de mener une bataille tout au long de l'année. On va le recommencer cette année, mais l'année dernière, on avait fait une prise de parole à l'entrée de l'hôpital avec les organisations syndicales dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous éditons un bulletin 3 à 4 par an que nous diffusons sur le marché de Rambouillet, à l'entrée de l'hôpital, et que nous envoyons à tous les élus locaux de notre territoire. Nous ne sommes pas investis sur la pétition des restes à charge parce que nous menons une campagne pour la création d'un centre de santé sur notre territoire. On est dans une situation, nous aussi, de désert médical, avec des médecins qui partent à la retraite, qui ne sont pas remplacés, et beaucoup de gens qui n'ont plus de médecins généralistes. Alors on a décidé d'interpeller la maire de Rambouillet, maire LR, et le président de la communauté de communes, qui est lui aussi LR, pour leur attirer leur attention sur cette situation, et en leur proposant de créer un centre de santé. Et nous nous opposons à un refus important de leur part. Ils ne veulent pas créer de médecins salariés sur leur territoire. Mais nous avons décidé de mettre cette question dans les mains de la population, et nous avons fait, et nous allons continuer à le faire signer une pétition. Alors c'est une pétition où on a un petit questionnaire et on demande aux gens de soutenir cette proposition. À ce jour, nous avons récolté 1300 signatures qui représentent à peu près 2500 personnes qui demandent la création d'un centre de santé. Sur ces signatures, nous avons à peu près 10% de gens qui nous déclarent ne plus avoir de médecin généraliste, 56% qui ont rencontré des difficultés pour l'accès aux soins, 36% des gens qui nous déclarent craindre de ne plus avoir de médecin généraliste. Nous aussi, nous sommes frappés par l'accueil très intéressant des gens lorsque nous allons sur le terrain, sur le marché, à l'entrée de centres commerciaux, pour faire signer cette pétition. Nous avons demandé la réunion d'une table de ronde qui n'a pas eu d'effet pour l'instant de tous les élus locaux, du président du conseil départemental, afin de réfléchir collectivement à des initiatives pour faire venir des médecins sur notre territoire. Nous nous sommes impliqués dans la fin mai-juin dans une bataille qui a été ouverte parce que nous avons dans une ville qui s'appelle Oudan une unité de soins palliatifs qui a fermé faute de médecins, ce qui a mis en difficulté beaucoup de personnes et de familles. Nous nous sommes associés à la campagne de pétition réclamant la réouverture de cette unité, de cette USP, qui a recueilli plus de 10 000 signatures en à peu près un mois de pétition. C'était impressionnant. Et on a fait un débat avec le médecin qui avait créé cette unité de soins palliatifs, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il a passé à la télé à l'occasion du projet de loi sur la fin de vie, qui s'appelle le docteur Grange. Et nous avons fait un débat au mois de juin, au moment où on a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et donc la fin du débat parlementaire sur la fin de vie. On a fait un débat sur ce sujet qui était très intéressant, un sujet complexe mais très intéressant, qui a réuni à peu près 90 personnes. Nous avons un site internet et une page Facebook que nous alimentons régulièrement. Un membre de notre collectif a été accepté après bien des difficultés à la commission des usagers de l'hôpital de Rambouillet, qui représente un boulot important mais très intéressant sur le fonctionnement de l'hôpital. Voilà un peu notre activité annuelle. Alors nous allons maintenant redémarrer cette activité. On a le rendez-vous du projet de loi de financement de la Sécu qui va revenir. On va essayer de remonter quelque chose. On va repartir sur notre pétition pour le centre de santé, parce que vous avez dû le lire dans la presse qui en a fait écho. La situation va continuer à se dégrader.
jusqu'à la fin de la décennie. On augmente un petit peu le nombre de médecins formés, on recrute beaucoup plus de médecins d'origine étrangère et on fait bosser beaucoup les anciens médecins qui partent à la retraite mais qui acceptent de continuer le travail. Malgré tout cela, la situation va continuer à se dégrader. Donc ce besoin va être au cœur des préoccupations des gens. Mais après la réunion de ce matin avec le jeune économiste très brillant, je me dis que le choc va être très violent pour les gens de la mise en œuvre du projet du budget qu'a présenté Barnier. Augmentation du prix des consultations, moindre remboursement pour beaucoup de gens. C'est, je crois, 2 millions de gens qui n'ont pas de complémentaire santé. Et puis, même ceux qui ont une complémentaire santé vont avoir une augmentation des cotisations de celle-ci très très vite, dès l'année prochaine. Un Ondam à 2,6, 2,8%, c'est très insuffisant. On le disait ce matin, c'est une progression négative eu égard aux charges qui augmentent dans les hôpitaux. Donc on va avoir des difficultés considérables dans nos hôpitaux qui sont déjà dans des situations très difficiles. Et pour reprendre ce que disait Michel Serrouté ce matin, on a des libéraux qui sont à l'initiative, à l'offensive pour réduire le fonctionnement des services publics de santé, mais il va y avoir cette réalité concrète à laquelle ils vont être confrontés. Et là, on a un rôle extrêmement précieux à jouer d'écoute des difficultés des gens. Et quand on les rencontre, ils sont très à l'écoute, ont envie de parler de leurs difficultés, pour donner des explications et pour organiser des rassemblements pour s'opposer à cette politique qui va être désastreuse, véritablement. Donc je crois qu'on a du pain sur la planche et c'est vrai qu'il y a des difficultés de mobilisation dans beaucoup d'endroits, mais ne sous-estimons pas le mécontentement qu'il peut y avoir chez les gens et leur volonté de s'engager pour renforcer ce droit à l'accès aux soins dans de bonnes conditions. Je pense qu'il y a objectivement des possibilités de faire des choses importantes. Alors bien sûr, il y a le rouleau compresseur médiatique des libéraux qui explique la dette, mais on est en capacité, on a des éléments pour montrer, faire toucher du doigt aux gens le fait que en fait, cette dette, elle est fabriquée, ça a été très bien démontré ce matin, pour justifier le rétrécissement du service public et permettre aux entreprises privées de se remplir les poches facilement. Voilà, merci beaucoup. Merci Michel. Bon, cette fois-ci, il reste 26 minutes et j'ai 7 inscrits. Alors, Pascal. C'est juste en réaction, parce que tout à l'heure, on a entendu parler ça m'a fait à l'oreille, parler de la camarade sur le théâtre, donc sur les syndicalistes qui ne connaissaient pas l'origine de la Sécu, et j'ai entendu parler d'éducation populaire, et puis ce matin on dit aussi que mais quand on voit les gens, ils parlent de la dette, et je crois qu'on a intérêt, et Victor a parlé beaucoup du poids de la finance, et tout à l'heure, camarade de Bergerac aussi. Et donc il y a la finance, il y a le politique, mais je crois que la bataille idéologique qui est menée depuis des décennies maintenant pèse beaucoup. Et je pense, je voudrais lier ça à la pétition du reste à charge. Alors qu'on fasse beaucoup de pétitions, beaucoup de signatures, c'est une chose, mais je crois qu'il faut qu'on considère cette pétition comme un support. Et je pense que ça serait bien aussi qu'on ait des argumentaires pour nos amis qui ne sont pas férus, comme je disais tout à l'heure, qui ne mènent pas là-dedans, qu'on donne des argumentaires pour qu'ils puissent aller avec la pétition, et avec un argumentaire qui pourrait les aider en même temps pour les rendre beaucoup plus tranquilles, pour aller au devant des gens, sur le terrain, mais en même temps qu'ils puissent donner des arguments.
je crois que c'est important parce que la bataille, ça fait un bout de temps qu'on est en difficulté quand même sur cette bataille idéologique et qu'on a besoin, face à la finance et aux politiques, à regagner ça. Voilà. Merci. Michel Antony. Ensuite, Pierre. Oui, ça sera Catherine puis moi, on sera deux, sur Lure. Donc le comité de Lure, il date de 1981, donc ça ne va pas vous rajeunir. Hein. Nous non plus d'ailleurs, même si on reste dans nos têtes un peu jeunes. C'est la longue durée, c'est sûr, ce que disait Edith. Hein. Et puis cet avantage de la longue durée, même s'il y a des hauts et des bas, c'est qu'on commence à être reconnu quand même comme, par la population, par les militants, par les partis, par la presse. On a une aura régionale, on a des élus, on a réussi à avoir pas mal de succès. Et en plus, notre comité, il est tout service public. Ça nous aide énormément parce qu'on peut mettre en relation la suppression d'un train avec la suppression des urgences, avec la suppression d'un collège. Et ça renforce notre crédibilité en termes argumentaires, ça. Hein. En plus, ça nous lie à d'autres forces locales et ça renforce donc la connaissance qu'on a. On a 4 élus au CTS, par exemple. Hein, c'est quand même rare. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'on soit dedans ou pas, on nous demande notre avis. On a beaucoup de liens avec pas mal de comités locaux. Bon, j'ai eu le plaisir de recevoir Remiremont. J'ai eu le plaisir d'aller à Dole plusieurs fois. Je suis allé à Belfort-Montbéliard. Tous les comités locaux, on les a contactés. Et ça, c'est des liens qui nous renforcent parce que quand on est parfois dans la difficulté, quand on voit l'enthousiasme d'un comité naissant ou d'un comité en pleine lutte, eh ben ça a un effet rebond. Donc ça, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Hein. Après, ma foi, il y a effectivement des débats. En ce moment, on a tellement mis d'efforts dans la rencontre de 2023 qu'on est un petit peu exsangue aujourd'hui, nous. Hein. Et c'est pour ça qu'on n'est peut-être pas très, très impliqués dans les récentes mobilisations. Mais c'est vrai qu'on doit surtout et avant tout mettre en avant les quelques résultats positifs qu'on a. Et si nous n'en avons pas, les copains d'à côté en ont. Et ça, on n'a jamais vraiment bien su le faire. Et le pire, peut-être pour nous, et c'est ça qui est le plus désespérant, c'est que les gens oublient. Par exemple, les gens oublient que s'il y a encore un guichet de gare à Lure, c'est nous, que s'il y a un centre de santé, c'est en grande partie notre corps. Si on a encore des urgences de jour, c'est nous. Mais les gens ont totalement oublié ça. Hein. Et quand il faut leur dire, c'est pas facile. Je vais vous donner une note très pessimiste avant de laisser Catherine conclure, qui a assumé la tâche de me remplacer, c'est très très bien. Hein. Elle est de la Poste, moi je suis de l'enseignement, vous voyez, donc on n'est pas directement lié à la santé. J'étais à moitié comateux aux urgences de Lure. Ils me connaissaient, donc ils m'ont quand même mis dans le secteur Covid. Celui-là, il faut quand même le garder. Au réveil, j'étais à moitié sonné, puis il y a l'infirmière qui vient et elle dit « C'est vous qui faites des tracts hein, pour les urgences ?» Ah, j'ai dit « Oui, vachement content. Ah, ben, surtout, il ne faut pas, parce que nous, ça nous arrange vachement que ça ferme à 18h. Quoi. Donc, voilà, il y a quelques insatisfactions, parfois. Hein. Voilà, donc j'ai repris la suite de Michel à la présidence du comité de vigilance 70. C'est un petit peu de l'inconscience quand même de reprendre un poste derrière quelqu'un d'aussi investi depuis si longtemps. Effectivement, il dit qu'il y a 40 ans de mobilisation sur Lure, mais l'an dernier, on a fêté les 20 ans de la constitution officielle du CV 70. Et ça, c'est aussi des moments de convivialité et de fête qui sont importants à partager. Voilà. Comme il dit, effectivement, après l'organisation des journées de Lure de l'an dernier, on a eu un petit peu des besoins de prendre du recul et du repos aussi. Voilà. Par contre, on a quand même fait un stand pour présenter la pétition des restes à charge, avec d'ailleurs les 2 représentants ici de la DEMAT qui sont venus donner un coup de main sur ce stand. Et ça se passait dans une foire bio. Et je pensais que la population était assez avertie et viendrait facilement vers notre pétition. Mais en fait, les restes à charge, c'est quand même un petit peu compliqué. Ça n'attire pas forcément. Et même des gens qui ont beaucoup de choses à dire sur la santé ne connaissent pas les restes à charge. Il y a par exemple des gens qui pensent que les mutuelles prennent en charge les restes à charge. Voilà.
Les personnes qui étaient les plus sensibles à ça, c'est les grands malades, enfin ceux qui sont à 100% parce qu'ils reçoivent des factures pour les restes à charge. Alors c'était eux qui avaient la plus grande connaissance des restes à charge. Donc je me dis que par rapport à cette pétition, il faudrait avoir une autre accroche et donner des explications effectivement. Voilà. Mais on envisage aussi sur le CV 70 de la populariser un peu plus. On le fait quand même aussi par le biais de toutes nos communications. On invite les gens à aller sur la pétition en ligne, voilà, mais voilà, on parle aussi d'aller sur des marchés, etc., mais en cherchant peut-être des phrases d'accroche différentes. Voilà. Pierre ? Oui, je voudrais revenir sur deux mots qui ont été prononcés qui me paraissent très importants pour la coordination. C'est effectivement le fait de vouloir toujours se poser la question de comment on peut médiatiser notre action. Les pétitions, c'est très bien, mais c'est pas ça qui va déplacer les journaux, c'est pas ça qui va nous faire passer à la télé. Il faut le faire, hein, je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est un boulot, etc. Mais peut-être le fait d'avoir travaillé avec José Bové à Saint-Afrique, ça nous a aidé à savoir travailler avec les médias. Il faut se poser la question comment déplacer la télé, en gros, puisque c'est ça qui compte, sur une action. Nous, on a eu la chance d'avoir le viaduc de Millau à occuper, on a eu la grève de la faim, mais il faut trouver des petites actions. On avait déguisé 500 gosses avec des t-shirts fiers d'être nés à Saint-Afrique quand ils ont voulu fermer la maternité. On a bâché l'hôpital en noir. Pendant un mois, l'hôpital a été bâché complètement avec des rangs complètement obscurs. Il faut essayer de trouver des actions qui fassent venir qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Et ça, je crois vraiment il faut être inventif, se creuser le crâne et trouver des idées. Voilà. Le deuxième mot qui est important, c'était le mot argumentaire. Il faut effectivement travailler sur l'argumentaire. Pour les 10 ans de la coordination à Saint-Afrique, on avait fait venir 2 personnes. Une, alors je ne me rappelle plus son nom, je suis désolé, s'il y en a certainement qui la connaissent, c'était le gros travail qui avait été fait au niveau de l'INSERM sur la distance de 45 minutes. Comment Non, c'est... Combien Evelyne Combier, voilà, merci. Evelyne Combier. Et puis Vigneron était venu aussi, hein, mais il avait fait un autre travail. Voilà, il faut... Et puis on avait aussi un excellent travail qui avait été fait par le docteur Metzdorf de Saint-Agrève, qui avait fait un travail sur qu'est-ce qui se passe dans une ville une fois que la maternité a fermé, et qui avait montré le retentissement sur la population, la diminution du nombre d'accouchements, en particulier des deuxièmes enfants. Les couples faisaient un enfant, mais pas forcément 2. Et la ruralité, enfin la saisonnalité, il y avait plus de naissances l'été et moins l'hiver, puisque Saint-Agrève est une région qui est en montagne, et les gens s'adaptaient pour pouvoir... voilà. Donc il y a vraiment un travail à faire, je crois, là-dessus. Les gens de Saint-Claude pourraient tout à fait faire ce travail, parce que la fermeture de la maternité de Saint-Claude a forcément des conséquences sur la population et sur les accouchements dans la région. Je crois qu'au niveau de la coordination, il faut qu'on puisse avoir un argumentaire là-dessus, continuer à travailler là-dessus. Voilà, je crois que c'est les 2 axes qui me semblent importants de travailler. C'est médiatiser un maximum. Il faut que toute action passe à la télé, en gros. Et deuxièmement, au niveau coordination, travailler sur un argumentaire, sur des argumentaires. Là, c'est la touche de la maternité, mais effectivement, il y a d'autres argumentaires possibles. Merci, notre ami à gauche de Geneviève. Et ensuite, il me restera 3 inscrits, sachant qu'il nous reste 15 minutes pile. Là. Ça marche. Oui, moi je suis de Chalette. Je suis un ancien travailleur d'une boîte du coin qui a été occupée pendant des mois et des mois. On s'est battu pour réouvrir, la boîte a réouvert. Mais toutes les machines françaises d'ailleurs qui existaient dans la boîte sont parties au Japon et en Chine. Pour remarquer avec l'appui du tribunal de Montargis. Mais je voulais dire une chose, c'est que tout ce que l'on a causé ce matin, il y a des bonnes choses qui ont été dites, bien plein de choses. Mais il faut se rappeler que la sécurité sociale, qui nous a été donnée par nos anciens camarades résistants dans la guerre, où la France était ruinée, il y avait les moyens, et on vient nous dire aujourd'hui qu'il y a des trous, il y a tout un tas de machins. Non mais on se fout de ma gueule ou quoi? J'ai été à l'URSSAF du Loiret.
Donc j'ai vu la fraude fiscale de près, soutenue par le directeur lui-même. Je pourrais même donner les noms presque, mais je ne suis pas une balance. Hein. Mais il y avait des patrons qui dirigeaient, ils avaient des dettes de plusieurs milliards. Elles sont passées sous la table. C'est là qu'elles sont les dettes. Et quand des grosses boîtes d'intérim, je ne me rappelle plus le nom, elles avaient le culot de ne pas payer, ils se payaient 18 avocats pour aller au tribunal. 18 avocats. Et moi, on m'a traité de terroriste, enfin moi, mon organisation syndicale CGT, on nous a traités de terroristes et d'avoir monté les camps de concentration. Voilà où on en était. Et aujourd'hui, cette sécurité sociale, là, moi, je veux qu'elle vive à travers vous, à travers les coordinations, à travers le syndicalisme dans les entreprises. On est à l'est du département, là. C'est un département très pauvre. Hutchinson, avant, il y avait 6 000 ouvriers. Il y en a moins de 2 000 aujourd'hui. Ils sont peut-être 1200, dont la moitié des intérims. Vous savez ce que c'est que l'intérim? Quand on travaille là-dedans, on n'a qu'à fermer sa gueule et puis c'est tout. Sinon, on est dehors, on n'a plus à bouffer si on a une famille. C'est ça. Il y a Sanofi à côté. Ils ont payé pendant 1 an pour fermer la comptabilité. Pendant 1 an, 28 personnes pour aller à Paris faire la comptabilité. Ils emmenaient les gens le matin, ils les ramenaient le soir. Ils parlent de culot, ils viennent de faire des milliards de bénéfices et ils ont eu encore de l'argent de l'État. Non mais où on va avec ces gens-là? Alors moi, quand je disais dernièrement dans mon journal qu'on est vraiment dans une société qui est raciste, qui est xénophobe, qui est tout, qui est une société de souffrance, où les jeunes, on les accuse de drogue et tout, parce qu'à maintenant, à Montargis, il y a un mot qui circule, on trouve plus facilement de la drogue qu'un médecin. Quand on entend ça, ça devient grave quand même, cette situation. Et ces gens-là qui sont au gouvernement, non seulement ils ont volé l'élection dernièrement, mais ils nous ont volé les élections dans les entreprises. Là où on votait pour les élections à la sécurité sociale, ils nous l'ont volée. Elle était à nous, la sécurité sociale. Elle était à personne d'autre. Qu'est-ce qu'ils foutent les patrons là-dedans? Ils n'ont rien à y faire. Alors il y a des hommes politiques, naturellement on en a nommé certains, qui ont fait ce qu'il fallait pour nous mettre les patrons en face. Je les ai eus tous, les patrons en face, et je sais ce qu'ils valent. Vraiment, on m'a même accusé une fois d'avoir volé la verrie d'Albi. Enfin, celui qui a dit ça, il m'a dit, vous avez connu, c'est du temps de Jaurès. Ben, j'ai dit, oui, vous aussi, vous y avez mis 2 balles dans la tête. On ne l'a jamais revu, ce gars-là. Et alors, il faut savoir, question des médias, j'ai une chose à dire dernièrement. Il faut savoir aussi, la République du Centre. Un jour, il y avait un gars en face de moi, l'URSSAF. Puis je me demandais qui c'était, ce gars-là. Il levait le doigt, clac, les patrons, ils s'en allaient quand on déclarait. Et ben, c'était le directeur du conseil d'administration de la République du Centre. Alors, je ne vous dis pas les articles qu'on avait le lendemain. Hein. Et puis, dernièrement, je vais vous dire une chose, ça s'est passé à l'hôpital de Montargis. Un petit truc, une petite histoire personnelle. Je suis allé à l'hôpital comme ça. J'ai rencontré une infirmière et j'ai dit, si vous aviez une seule revendication, une seule, à défendre aujourd'hui, elle m'a dit des moyens. Et elle m'a ajouté, on ne parle même pas d'argent. Vous voyez où ils en sont? C'est-à-dire qu'elle, à travers son métier, ce qu'elle aime, elle voudrait qu'il y ait du temps pour parler avec les gens, pour les soigner et tout. Et c'est ça. Et je pense que c'est là qu'il faut en jouer. Mais maintenant, je vais te dire une chose aussi. Moi, je suis syndicaliste. Et puis, je le dis peut-être avec une force. Mais il nous reste une chose encore, c'est la rue. Et la rue, elle est à nous. Alors moi, les pavés, je vais encore les arpenter. Et j'espère que ça sera avec vous et qu'on entraînera un bon nombre de jeunes avec nous. Ils en sont capables. Merci. Après ce discours enflammé, notre ami devant là. Ensuite, il y a encore Evelyne, Henri. Et il reste 10 minutes. Si on peut, il y a encore une intervention, mais j'arrêterai là les prises de parole. Non, je suis désolé, il faut qu'on arrête à écart. Et j'aimerais bien qu'on réponde à la question, qu'est-ce qu'on fait avec la pétition contre les restes à charge? Est-ce qu'on continue? Jusque quand? Et est-ce qu'on met un terme pour la déposer? Voilà. Alors moi, je vais intervenir. Je suis Yvette Bulto du comité de Luçon, l'ADSP. Je voulais parler de la mobilisation parce que c'est vrai que la mobilisation, souvent on voit ça, des grandes foules, des grandes manifestations dans les rues. Et nous, eh bien, on a fait un autre choix. Enfin, c'est un choix qu'on a fait pour nous aussi. On se réunit depuis 3 ans et demi, tous les vendredis soirs, devant l'hôpital de Luçon. Beaucoup le savent ici parce que j'envoie des mails régulièrement pour informer de notre combat. On est entre 25 et 40 régulièrement. Par moment,
ça monte, mais on est toujours au moins 25. Quelquefois, on a pris des seaux d'eau sur la tête et on était quand même là. On est persévérant. Et nous, on le conçoit parce que c'est l'association, mais c'est aussi un rassemblement citoyen. Ce n'est pas que l'association, ce n'est pas que la DSP. On rencontre tout le monde, on écoute tout le monde. On a des témoignages, je peux vous dire qu'on part quelquefois avec les larmes aux yeux, tellement c'est poignant. Et ça permet aux gens de s'exprimer. On a toujours dit, il faut écouter les gens. On n'est pas là pour choisir pour eux. Il faut savoir ce qu'ils ont besoin. Et on a des témoignages quelquefois qui sont, mais c'est démentiel. Hein. On en a eu un récemment, je ne vais pas le dire parce que c'est beaucoup trop long, mais c'est démentiel et c'est impensable à notre période. Alors, on se réunit tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs, on demande aux gens s'ils veulent qu'on continue. De l'association, on est peut-être une petite dizaine. Tout le reste, c'est des gens qui se joignent à nous, comme ça, pour venir nous voir. Et nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens, de plus en plus, abordent le fond du problème. On avance, on explique, on écoute, et les gens prennent conscience. Au départ, on avait les urgences de Luçon, c'est parce que de toute façon, le maire de Luçon, il ne fait rien. Au fur et à mesure des choses, on a expliqué que ce n'est pas le maire de Luçon qui décide de ce qui se fait dans l'hôpital de Luçon, hein, que c'est quand même une question de politique globale. C'est la politique de la santé qu'il faut. Mais on a entendu des choses terribles. Et petit à petit, en parlant, en écoutant, les gens sont en train de se faire font un cheminement et on avance. Alors, ce n'est pas monstrueux ce qu'on fait. Mais on le fait et on est persévérant et on est entêté, hein, je peux vous le dire. Et suite à ça, on ne veut pas être que dans la mobilisation comme ça. On fait aussi régulièrement des initiatives positives et festives. On a fait les Olympiades de la santé sur une semaine dans les petites communes qui sont autour de Luçon, parce qu'on n'est pas que la ville-centre, il faut penser aussi à toute la ruralité. Donc, et on a mobilisé énormément de gens sur les petites communes. On a Victor Duchesne qui était venu nous faire un débat. On a fait récemment, au mois de mai dernier, le Festival des Cannes, où on a remis les Escars, hein, les Escars du meilleur film, etc. Bon, voilà, donc c'était très sympathique. Et là, comme on nous a dit qu'on était quand même un village gaulois, eh bien, on prévoit une animation en mai prochain où on va organiser un village gaulois en plein centre-ville de Luçon pour montrer qu'on est des résistants. Merci, bravo. Evelyne et Henri. Enfin, chacun l'un après l'autre. Evelyne, elle est là. C'était comme ça. Oui, moi j'avais demandé la parole, mais je ne vais pas dire grand-chose parce que Yvette, en fait, vient de me couper l'herbe sous le pied. La seule chose, deux choses que je voulais dire, c'est que la première, effectivement, on se retrouve tous les vendredis à 18h, ce qui nous laisse le temps d'aller à Marmande avant et de revenir à Luçon. Voilà. Mais également... Mais elle a quand même oublié aussi une initiative qu'on fait régulièrement, c'est que régulièrement on allume la flamme du malade inconnu parce que on pense qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas la chance de pouvoir être soignés. Hein, donc ça. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que effectivement ces mobilisations là de toutes les semaines, on a vu une évolution très très importante au niveau de la prise de conscience des gens. Et en particulier, je voudrais revenir sur l'aspect de la sécurité sociale. Quand on a commencé à parler de l'ONDAM, du financement des hôpitaux, etc.,
les gens, ils nous regardaient au début avec des grands yeux, quoi. Hein. Ils disaient, mais attends, on n'est pas là pour ça, enfin voilà. Et là, maintenant, quand les dernières fois, en disant il va falloir qu'on se mobilise, là, il va y avoir le vote du PFLS, eh bien, là, les gens, maintenant, ils disent, ouais, effectivement, il faut faire quelque chose. Par contre, ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que si on est parti sur des initiatives événementielles, et là, je rejoins ce que disait Pierre Chevalier, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il faut pouvoir attirer les médias. Et les médias, je dirais, pour eux, un ronron de manifestation, ils vont venir une fois et puis après, c'est bon. Donc, des choses un peu plus médiatiques, ça les fait venir. Mais on s'est aperçu qu'on a voulu, en particulier sur le Festival des Cannes, on a eu un échec qui a été qu'avant de faire la cérémonie du festival, on a voulu faire une manifestation. Et les manifestations, chez nous maintenant, ça ne fonctionne plus. Si demain on dit on rase l'hôpital, là on aura une grosse manifestation. Mais dans les situations où on est, la manifestation, non. Par contre, sur des événements ponctuels, oui. Donc je crois qu'effectivement, il faut savoir s'adapter à chaque situation locale. Voilà, j'en dirai pas plus. Merci Evelyne. 2 minutes à Henri, et on vient de nous dire qu'il faut absolument libérer la salle à 45, on va terminer à 15 notre débat, parce qu'après il y a la célébration du 20e anniversaire, et il y aura juste une demi-heure. Voilà. Bon. Je vais retirer toutes les illustrations de mes propos pour aller plus vite. Bon, effectivement, il faut expliquer, on est d'accord, expliquer ce qu'on a fait, etc., et tout sur le terrain, valoriser les victoires concrètes, il faut chercher à rassembler. J'avais des exemples pour dire que c'est pas très simple, mais bon, je passe dessus. Le problème qu'on a, c'est que tout ça, c'est la classique création d'un rapport de force. Mais on est dans un système démocratique qui patine en ce moment. On voit avec l'affaire des retraites, les syndicats ont fait leur boulot, globalement il y avait du monde, etc. et tout. Les sondages étaient bons. Sainte-Soline, les écolos ont fait leur boulot, ils ont pris plein la gueule, etc. et tout. Et le pouvoir en a rien à foutre. Mais on le voit aussi au niveau local. Nous, au niveau local, on a un président de CME qui appuie nos revendications sur l'embauche aux urgences. Le directeur décrète qu'il n'est plus président de CME en inventant un article de loi qu'il ne cite pas. Et comme les médecins ne connaissent rien à la loi, les syndicalistes, même, on n'en dit pas beaucoup plus, eh ben, c'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'ils y vont en force. Donc il y a un vrai problème sur la démocratie. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas écarter trop vite ce que disaient les copains de Sarlat sur le fait qu'il y a des trucs concrets qu'on peut commencer à relancer pour montrer. Ça mobilise aussi. C'est-à-dire qu'il faut aussi mobiliser quand on peut relancer des centres de santé. Alors, centres de santé, parenthèse, il faut clarifier le fonctionnement. Vous vous rappelez tous ce document qui a circulé entre nous sur le fait que le modèle économique n'est pas viable. Il faut travailler cette affaire. Si on veut créer des alternatives, il faut qu'elles soient solides. Si on veut qu'effectivement la question de la privatisation ne se retourne pas avec une aide à la financiarisation, il faut clarifier ces affaires-là. Mais disons qu'il ne faut pas opposer, en tout cas, moi, je ne pense pas qu'il faille opposer les actions classiques de mobilisation qui s'inscrivent dans le système démocratique, mais qui ne fonctionnent pas, et ces actions un peu concrètes de terrain, etc., et tout, où on peut montrer qu'on peut faire autre chose, ça remobilise aussi. Et puis il y a aussi les initiatives parlementaires. On n'a pas à être les petits soldats des parlementaires, on n'a pas non plus à subir leur division, parce que là c'est mal barré. Mais globalement, quand ils prennent des initiatives, je pense qu'on peut voir aussi à s'inscrire. Après, le problème des comités qu'on est, c'est probablement, quand on a tous ces trucs à faire, de prioriser ce qui est local, et ce qui s'appuie sur de la proximité. Voilà, c'est à peu près pour résumer. Merci Henri. Bon, pour la pétition, pour conclure, on n'a pas de décision de prise. Ah ben d'accord, très bien, très bien. Juste une autre information dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même importante en 10 secondes. Actuellement, les hôpitaux sont contraints de renouveler leur régime d'autorisation de tous les services. Et il y a des multitudes de dossiers qui encombrent les ARS, les commissions spécialisées de l'offre de soins et les CRSA. Il faut qu'on y soit aussi attentif. Il y a beaucoup de gens quand même qui représentent les usagers ou les élus et qui siègent dans ces instances-là et qui des fois les désertent mal à propos, même si ça prend beaucoup de temps. Voilà, je retiendrai juste pour la fin, pour conclure simplement sur ce que disait notre ami, que l'action fait avancer les consciences. Bonne fin d'après-midi.